Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes sur la Wood Arena qui est sur le salon Eurobois 2026 et nous sommes à Lyon. Avec mes deux invités, nous allons parler forêt durable. On va se poser la question, on va voir surtout comment concilier biodiversité, carbone et production forestière. Pour en parler avec moi, Loïc Casset. Loïc, bonjour. Je vais vous demander de prendre le micro. Vous êtes délégué général d'une association qui s'appelle... L'association s'appelle Silvact. Et qu'est-ce qu'elle fait? Quelle est son activité? Alors, c'est une association qui accompagne des modalités de gestion forestière adaptées aux enjeux des territoires, en fait, et qui a pour objectif de combiner ce qu'on appelait avant la multifonctionnalité, aujourd'hui les services écosystémiques, donc carbone, production, protection, et ainsi de suite. À côté de vous, Nathalie Mionetto. Nathalie, bonjour. Bonjour. Nathalie, vous êtes chargée de territoire nord-est au FCBA. C'est ça. Donc le FCBA, tout le monde connaît, on va dire, mais vous nous le présentez un petit peu. Et puis dites-nous ce que fait un chargé de territoire au sein du FCBA. Alors, Le FCBA. Le FCBA, nous, on est un centre technique industriel, 280 personnes sur tout le territoire. Je viens de la région Bourgogne-Franche-Comté. Et on travaille sur le F, c'est la forêt. C, c'est cellulose. B, c'est bois construction. Et A, c'est ameublement. Donc, en fait, on est l'outil technique de la filière forêt-bois. Et un chargé de territoire, il coordonne la recherche sur son territoire. Donc mon territoire, c'est le Grand Nord-Est, donc des Hauts-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, Aura également. Donc c'est bien, hein, Lyon. Et j'essaye de mieux comprendre les besoins des industriels, des professionnels, de mettre en relation avec les institutionnels, qu'ils soient régionaux ou nationaux, et puis de faire avancer la recherche, surtout transférer les résultats de la recherche, c'est de la recherche appliquée qu'on fait chez nous, et transférer les résultats de la recherche dans les entreprises, qu'elles soient unipersonnelles ou des grands groupes internationaux. Donc beaucoup de travail. Beaucoup de travail, j'imagine. Et on va voir avec vous ce que vous faites sur la biodiversité, le carbone et comment on marie tout ça avec la production. Mais quand on évoque ces sujets-là, de quoi parle-t-on exactement? Si je parle de biodiversité, de quoi je parle, Loïc? Eh ben, la biodiversité, c'est un élément extrêmement important en fait, dans la gestion forestière, et encore plus aujourd'hui avec le changement climatique, puisque c'est ce qui amène des facteurs de robustesse en fait, au peuplement forestier et à l'écosystème en général. Donc, c'est pas seulement accessoire en fait, c'est vraiment central dans la gestion. Il y a la question de la biodiversité du peuplement, la question du sol aussi. Enfin, tous ces enjeux-là sont vraiment constitutifs de l'écosystème et permettent d'aborder plus ou moins sereinement les questions de l'adaptation au changement climatique. Avant de voir ce que vous faites au FCBA en recherche sur le sujet, d'une manière générale, comment vous définissez cette biodiversité en forêt? Alors, pour nous, la biodiversité, c'est garder la forêt en bonne santé déjà, face aux maladies, face aux incendies et face au changement climatique. Donc tout ça, comme c'est la production de matériaux bois, c'est l'essence même, on travaille au niveau des nouvelles essences, on travaille au niveau des feuillus, on travaille au niveau avec les pépiniéristes pour avoir des essences qui soient moins consommatrices d'eau ou plus résistantes à des maladies. Mais on travaille aussi sur la caractérisation des bois, caractérisation des épicéas scolytés, des hêtres dépérissants. Donc voilà. Mais cette biodiversité, c'est aussi bien pour les arbres, les différentes essences, mais aussi le sol, protéger le sol lors des récoltes forestières, protéger le sol quand on fait des routes ou des chemins, mais aussi rendre la forêt accessible aux pompiers qui en ont besoin quand il y a des grands feux de forêt, il faut qu'il y ait des dessertes forestières. Donc il y a tellement de choses. C'est hyper large, on n'a pas parlé de faune et de flore. Ouais, mais elle est là, quoi. Donc c'est très très large. Même question avec le carbone. Quand on parle de carbone et forêt, avant d'aller dans le détail, on parle de quoi? Alors le carbone et la forêt, c'est une relation étroite puisque c'est directement le cycle carbone-oxygène. En fait, les arbres absorbent du CO2, le synthétisent à travers la photosynthèse et rejettent de l'oxygène. Donc c'est un élément constitutif de ce qu'on appelle, nous, forestiers, la productivité forestière, la capacité à grossir d'une forêt. Et le carbone, on le rencontre à 3 niveaux en forêt. Il y a la partie qui est absorbée chaque année, c'est-à-dire la capacité de la forêt à séquestrer du carbone atmosphérique, à aller l'extraire de l'atmosphère. Il y a une partie stockage, qui est la capacité du bois à stocker ce carbone dans ses cellules directement. Et puis on a une partie qu'on appelle substitution, qui est en fait quand on va utiliser du bois
à la place de matériaux ou d'énergie fossile ou non renouvelables, eh ben, on prolonge la durée d'usage, prolonge la durée de stockage en forêt. C'est les 3 effets carbone de la forêt. C'est les 3 effets carbone. Et si en plus, après, on fait du réemploi de ce qu'on avait déjà utilisé, on va encore plus loin. Et là, on est dans les usages en cascade. C'est-à-dire qu'un bois d'œuvre ensuite passe en bois énergie ou en bois de différents usages, panneaux de particules, etc. Et vous, Nathalie, quand je dis carbone et forêt, vous me dites quoi? Carbone et forêt, moi je vois, il faut faire pousser de la forêt, que ce soit de la forêt naturelle ou avec de la régénération ou assistée, parce que c'est quand elle va pousser qu'elle va séquestrer du carbone, qu'elle va pousser correctement. Parce qu'au bout d'un moment, les gros arbres, ils séquestreront moins. Et c'est une croissance continue de cette forêt. Donc c'est vraiment très dynamique. Et une fois qu'on a bien fait pousser nos forêts correctement, il faut valoriser le bois. Donc utiliser ce bois comme matériaux, bois construction, il y a des et alors aujourd'hui c'est génial parce qu'on voit plein de matériaux d'ingénierie, donc vraiment l'utiliser et on stocke le carbone dans la forêt mais aussi dans les matériaux, dans les meubles, dans les maisons, dans les bâtiments grande hauteur, dans les meubles, enfin tout ce qu'on peut imaginer, et il y a des marchés intéressants. Donc le bois Le bois a toute sa place dans la gestion du carbone. Absolument. Ça, on l'avait compris, mais c'est bien de rappeler les choses quand même. Et maintenant, on va parler de la production. Quand on parle de production, on parle de quoi? Alors la production, c'est le cœur du métier du forestier, du gestionnaire forestier et qui fait vivre toute la filière. Alors aujourd'hui, en 2026, quand on parle de production, on parle beaucoup d'incertitudes. C'est-à-dire qu'on a quand même des effets du changement climatique qui deviennent très forts dans un certain nombre de territoires en France. Donc les modèles qu'on avait de gestion forestière un peu historiques, puisqu'on pratique quand même la gestion forestière en France depuis quelques siècles déjà, sont quand même bien remis en question. Donc aujourd'hui, la production forestière, c'est de donner plutôt des éléments de réponse d'un écosystème forestier face à des perturbations qui peuvent être d'origine climatique, mais aussi l'émergence de parasites ou de maladies qu'on n'avait pas forcément il y a encore quelques années. Donc l'enjeu de production, il est aujourd'hui à combiner avec ces contraintes qui deviennent très fortes dans beaucoup de territoires. Nathalie, quand je parle de production forestière, vous me dites quoi? Moi, je dis production forestière raisonnée. C'est-à-dire qu'il faut que la forêt reste économiquement viable, puisqu'il faut qu'on travaille dedans, il faut que le propriétaire soit fier de sa forêt et qu'il transmette quelque chose. Mais le mot raisonné, c'est important. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce qu'on fait en exploitation, donc exploitation responsable, faire attention à l'environnement, faire attention à la sécurité. Et puis, moi, ce qui me plairait, c'est valoriser les produits locaux en bois d'industrie, en bois d'œuvre, plutôt que de le brûler à la fin, quoi. Et donc c'est vraiment une économie durable qui revient à la forêt, donc il y a une gestion raisonnée, une gestion raisonnée. Et la récolte forestière, c'est important aussi, c'est qu'il faut qu'on transmette nos forêts à nos petits-enfants ou des choses comme ça, donc il faut faire attention au sol, faire attention aux arbres qui restent, montrer que les gens qui travaillent en forêt ont des métiers responsables et intelligents, intelligibles. Donc voilà, mais la forêt peut produire une valeur économique, c'est important. Oui, c'est pas un gros mot. Alors, c'est un gros mot pour certains, mais quand je dis production forestière responsable, c'est j'essaye de valoriser mes produits forestiers en faisant attention à l'environnement, à la sécurité, au sociétal, à l'acceptabilité sociétale. Et c'est tout dans un... Moi, j'aime beaucoup le dialogue aussi et d'expliquer, OK, il y a des choses qui se font en forêt, il y a des travaux en forêt, mais on explique pourquoi on le fait, comment on le fait, comment on remet en état, comment on replante, comment on peut aider une forêt qui est un petit peu, qui n'arrive pas à bien se régénérer, à l'aider en plantant certains îlots. Donc, il y a plein d'idées, plein de choses à faire via la recherche. Voilà. On va y revenir un peu plus en détail. Alors, on a vu la biodiversité, on a vu le carbone, on a vu la production. Maintenant, on va voir comment on concilie les trois. Comment vous travaillez, vous, de votre côté, Loïc? Alors, nous, c'est vrai que notre métier, c'est vraiment plutôt sur les pratiques de gestion forestière et les modalités de sylviculture, à proprement parler. Donc effectivement, j'abonde dans le sens qu'il ne faut pas opposer économie et protection, etc. C'est des choses qu'on sait faire en forêt, qui simplement aujourd'hui, les modèles qu'on a eu l'habitude de travailler sont quand même un peu bousculés. Oui, c'est bousculé, et c'est bousculé par le grand public aussi. C'est pas que. Voilà, oui, mais ça, c'est normal. La forêt, c'est un espace. Les dernières études montrent que 80% des Français vont au moins une fois par an en forêt. Donc c'est un espace qui, de toute façon, est partagé. Et puis c'est un espace ressource
au-delà de l'aspect ressources bois, aussi ressourçant pour tous. On a tous plaisir à aller en forêt. Donc, alors ensuite, sur la gestion forestière, effectivement, comment combiner ces enjeux? C'est très variable d'un territoire à l'autre, puisque en France, on a des forêts qui sont très diversifiées, très variées, puisqu'on a des 4 grands climats, hein, le méditerranéen, l'alpin, le continental et l'Atlantique. Et puis, on a tous les effets de relief qui jouent sur cette diversité de peuplement forestier. Et puis, on a aussi une diversité dans l'organisation de la filière. D'une région à l'autre, les dynamiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc il s'agit vraiment d'avoir une approche complète en fait, sur ces éléments-là. Il est vrai qu'aujourd'hui, je le disais, on gère beaucoup l'incertitude. Dire aujourd'hui, il faut parier sur telle essence forestière, on va aller dans tel type de modèle de gestion, on a quand même beaucoup d'incertitudes. Et du coup, il s'agit surtout d'être prudent dans les choix de gestion. Et nous, on a plutôt une approche à dire, si ça rate, qu'est-ce qui se passe ? Et est-ce que je me retrouve... En gros, la difficulté, c'est de prévoir aujourd'hui le climat dans 50 ou 60 ans et quel type d'arbres vont pouvoir s'adapter. Et ça, on ne le sait pas en fait. Eh ben, en fait, on a des études qui essayent de dessiner ça, mais ces études, chaque année, sont quand même remises en question parce qu'on voit une expression du changement climatique qui n'est pas uniforme sur le territoire national. Et des choses, on a eu des années de sécheresse extrême, comme 2023, à laquelle a suivi des années extrêmement pluvieuses, comme l'année 2025. Donc ça crée effectivement toute une série d'ajustements qu'il faut avoir. Et en forêt, effectivement, on ne sait pas encore produire un chêne en 10 ans. Hein. Donc on est obligé de faire des projections à 100 ans et plus. C'est ce qui, effectivement, crée de la difficulté aujourd'hui dans ce métier de la gestion forestière. Donc si je comprends bien, votre action à vous, elle se fait au plus proche des territoires, au plus proche des habitudes de chacun et des problématiques posées par le réchauffement climatique dans ces territoires, qui sont différentes, qu'on soit à Lille ou à Marseille. Tout à fait, oui. Qu'on soit dans les Vosges ou dans les Pyrénées, on ne parle pas tout à fait des mêmes forêts ou dans le Jura. Et puis, comme je le disais, il y a ce facteur d'organisation aussi du territoire et de ses acteurs, qui est un élément important pour poser en fait, les choix de gestion pour le futur. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'un territoire que vous suivez et des actions que vous menez sur ces 3 pôles, on va dire, que sont la biodiversité, le carbone et la production forestière? Alors effectivement, là on est à Lyon, donc je peux prendre l'exemple de 3 massifs forestiers avec lesquels on travaille dans les Alpes. Les Bauges, le massif de la Chartreuse, le massif du Vercors. Quand on s'y promène, c'est des massifs qui paraissent assez homogènes en termes d'essence forestière et de paysage, on va dire. Il y a des reliefs qui sont très liés à ces particularités territoriales, mais en termes de peuplement forestier, on est dans les peuplements de moyenne montagne classiques. Néanmoins, on ne fait pas la même chose sur ces 3 massifs. Alors pourquoi ? Parce que l'expression du changement climatique est très différente entre le Vercors et les Bauges. L'histoire de la gestion forestière entre le Vercors, les Bauges et la Chartreuse est tout aussi différente. Et du coup, on a par exemple dans le Vercors des travaux qui sont beaucoup plus orientés sur le hêtre et comment maintenir une proportion de résineux, sapins épicéas, dans une régénération de hêtre qui est très forte, très dynamique. Dans les Bauges ou en Chartreuse, on a des peuplements qui historiquement ont été travaillés au profit du sapin et de l'épicéa, qui aujourd'hui font face aux crises scolites, qu'on connaît dans ces massifs depuis plus de 15 ans maintenant. Et donc il s'agit de se dire, au contraire, comment on arrive à maintenir malgré tout ces essences forestières à un niveau cohérent avec les capacités de l'écosystème pour continuer à approvisionner effectivement les filières, mais aussi assurer la pérennité des paysages et donc la capacité des forêts à stocker du carbone, à accueillir de la biodiversité, à protéger les sols, et puis la ressource en eau aussi, qui est un enjeu aujourd'hui important. Donc tout ça est très transversal, c'est toujours ce concept de multifonctionnalité. Voilà, il n'y a pas de solution simple en fait. Alors, dans les écosystèmes en général et dans le vivant en général, il n'y a jamais de solution simple. Ça ne veut pas dire que c'est compliqué, ça veut dire que c'est complexe. Et qu'il faut avoir cette clé de lecture, qu'on est sur des enjeux complexes, c'est-à-dire multivariables, et qui aujourd'hui sont percutés par cette incertitude climatique qui est quand même compliquée pour faire de la prospective, ou en tout cas des projections à long terme. Voilà, donc c'est quand même pas si simple. Nathalie, qu'est-ce que vous cherchez au FCBA sur ces 3 questions, en tout cas pour les faire travailler ensemble, et qu'est-ce que vous trouvez ? Alors, un exemple concret, FCBA a été créé depuis 1952. Et depuis ces années-là, on plante, on suit des peuplements dans toute la France
avec des essences un petit peu traditionnelles, hein, chêne, hêtre, épicéa, sapin, mais aussi des essences qui sont un petit peu nouvelles, comme le chêne rouge, des cryptomérias et des choses comme ça. On installe ces essais, on a installé depuis 1952 ces essais sur toute la France et on a fait pousser des essais. On est propriétaire de rien, c'est-à-dire qu'on travaille sur le territoire avec le propriétaire, on lui explique ce qu'on veut faire, comment on veut le faire et on suit ces peuplements depuis 1952. Ça veut dire qu'on a des peuplements qui ont de l'avance, avec des essences qui ont de l'avance. On a mis des hêtres dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, donc qui ont subi des changements climatiques ou des fortes températures ou du manque d'eau, qui ont déjà subi ça, fait qu'on a une énorme base de données qui s'appelle Baographe, où on a tous ces résultats. Donc on peut anticiper les réactions de certaines essences à des changements climatiques. Sur l'exemple du hêtre, par exemple, est-ce qu'on oui. sait aujourd'hui où on le trouvera d'ici une trentaine d'années? Alors, il y a des études de Météo France qui le font et de l'ONF, ça c'est super. Moi, sur ce qu'on a travaillé, c'est qu'on voit que le hêtre dépérit en ce moment parce qu'il manque d'eau et qu'il fait trop chaud. Et dans les forêts, on trouve de moins en moins de hêtres 100% avec des feuilles, donc on voit qu'il perd les feuilles à 25, 75, 80%. Ce qu'on a fait, nous, au FCBA, c'est qu'on a caractérisé mécaniquement ces hêtres dépérissants pour être sûr que la filière pourra les utiliser. C'est-à-dire que dans je ne sais pas combien d'années, il y aura peut-être plus de hêtres non dépérissants, on aura une quantité importante de hêtres dépérissants et on a pris de l'avance, on a caractérisé ces hêtres dépérissants pour montrer qu'ils pouvaient être utilisés en bois construction. Exactement comme les épicéas scolytés, et là, ça fait du bien à la filière. On a prouvé que les épicéas scolytés pouvaient être utilisés dans des bâtiments, qu'on pouvait mettre des gens dedans et qu'il n'y avait pas de problème. Donc c'est ça qui est important. Vous pouvez même faire des bardages un peu bleutés. Absolument, et c'est une belle couleur. Donc c'est ça qui est important, c'est on a pris de l'avance et on travaille surtout avec l'ONF, avec les experts forestiers, avec les CNPF, avec les associations. On a un projet commun dans l'Ain, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, et c'est ça qui est important, c'est de faire, on a tous nos problèmes, mais la recherche peut anticiper des réponses ou aider au choix. Donc on travaille avec les gens du territoire pour leur apporter les résultats de la recherche. Donc par exemple, ces essences qu'on a une connaissance depuis plus de 40-50 ans, ça peut aider. Et on a fait avec des gens de l'Ain, on s'est dit on va planter, on va essayer de voir ce qui se passe avec du pin Teda, parce que c'est un très très bon bois qui résiste au réchauffement climatique, il n'y a pas trop encore de maladies et on peut l'utiliser dans la filière. Donc moi, c'est le travail de tous les jours, c'est-à-dire que comment je peux comprendre ce qui se passe avec le réchauffement climatique, comment je peux l'adapter sans révolutionner, hein, parce qu'on voilà, on va pas faire du bois sous cloche, comment on peut l'adapter au territoire et comment on peut le valoriser. Mais l'aspect biodiversité, c'est le B à bas et on travaille avec tous les forestiers possibles. En fait, dans chaque projet, dans chaque recherche que vous faites, vous avez toujours ces trois aspects qui sont liés. C'est toujours entremêlé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exploiter correctement une forêt. On va sortir du bois, mais si on abîme le sol, ça ne va pas. Donc nous, on travaille beaucoup sur des méthodes avec des nouvelles technologies, avec des drones, avec des lidars pour estimer la ressource, savoir où elle est, comment on peut exploiter au mieux la forêt sans abîmer trop le sol. Et puis après, on voit qualité des bois, utilisation pour les matériaux, bois massif, bois reconstitué, et bois feuillu, parce qu'on peut mettre des bois feuillus dans la construction. Donc voilà, c'est vraiment tout notre métier. Et on va un petit peu plus loin, parce que moi, je suis assez fière des travaux qui se font en forêt. L'homme en forêt, il est intelligent. Et tout ce qui est pratique, j'allais dire sylvicole, donc c'est de la sylviculture, mais l'exploitation forestière, c'est aussi un acte de sylviculture. On a créé une plateforme de formation et on a mis plein de résultats FCBA, on a mis plein de résultats sur la sécurité, on a mis plein de documents aussi de l'ONF et on explique de l'estimation d'une coupe jusqu'à la réception et au transport. Et on montre que tous les métiers sont raisonnés, c'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe où. Ça, c'est à destination de qui? Alors, c'est une plateforme, elle s'appelle CEFOR, Connaissances en exploitation forestière. Elle a été faite par des industriels, des professionnels, des coopératives, l'ONF, donc vraiment des gestionnaires, mais elle est en libre service. Et moi, maintenant, ce que je voudrais, c'est l'adapter à des jeunes, pour que ceux qui sont maintenant en formation prennent en compte
l'impact du changement climatique, parce que ça va être très très vite, il faut qu'on réagisse très très vite, l'importance de la récolte raisonnée, l'importance de l'utilisation du bois dans la construction. On voit de plus en plus des bâtiments, même des bâtiments aux grande hauteur. On s'est bagarré pendant des années pour valoriser le bois et utiliser le bois dans ces bâtiments. Et les gens qui sont dans des bâtiments, on va jusqu'au bout, hein, ils sont bien dans des bâtiments bois généralement. Ils sont bien quand on leur laisse le choix de le voir, puisqu'il y a quand même un sujet là-dessus. Oui, il ne faut pas mettre le bois de partout, c'est les bons matériaux au bon endroit. Je vais me discuter avec des archis à qui on a imposé un encapsulage complet partout. Hein. Non, mais c'est parce qu'ils ne m'ont pas téléphoné, je leur ai expliqué sinon. Il faudra une ligne directe avec les pompiers. Dites-nous un peu, en forme de conclusion, comment vous voyez les choses évoluer? Est-ce que ça évolue bien finalement? Est-ce que tout le monde arrive à s'entendre sur ces questions-là? Ou est-ce que c'est quand même, ça reste compliqué de faire travailler, de faire concilier biodiversité, carbone et production forestière? Alors, est-ce que tout se passe bien? Non, parce qu'on est dans une situation où effectivement, il y a quand même de la tension entre les différents acteurs de la forêt. Moi, j'aime à dire que la forêt, même avec le changement climatique, sans intervention humaine, ça restera de la forêt. Elle sera différente et sur des échelles de temps qui ne sont pas celles de l'homme. Par contre, dans un pays comme le nôtre, sur lequel la forêt est une vraie ressource en fait, pour la nation, c'est dommage. Et il faut qu'on apprenne à combiner ces enjeux et à ne pas se mettre dans des choix, soit on gère, soit on fait surtout rien du tout. Je pense que c'est dommage. Ensuite, d'un point de vue des métiers, je te rejoins tout à fait. Hein. C'est comment dire, très violent ce qui se passe en forêt quand on est un ancien forestier qui a accompagné un massif pendant des fois 10, 20, 30 ans de carrière et d'apercevoir tout le travail qui a été fait qui peut être mis par terre en une nuit, une tempête ou une année avec l'apparition d'un parasite. Néanmoins, eh ben, je trouve que c'est un retour à ce qui fait la qualité des métiers de la forêt, l'observation, l'humilité bien sûr, et puis aussi on a à notre disposition aujourd'hui beaucoup d'études, de ressources, des capacités pratiques, techniques à opérer sur le terrain. Et moi je trouve ça assez passionnant au final parce qu'on voyait la forêt un petit peu figée en se disant bon ben voilà ça tourne rond tranquille. Et là non, là tous les professionnels du secteur, à tous les niveaux d'ailleurs, sont challengés aujourd'hui en se disant bon comment on invente notre métier demain avec l'humilité qui doit être la nôtre face aux échelles de temps qui ne sont pas celles dans lesquelles on vit habituellement en tant qu'humain. Voilà, c'est ça. La forêt nous bouscule. La forêt, elle est bousculée. Et elle nous bouscule aussi. Et elle nous bouscule aussi. Nathalie, un mot de la fin sur cette question-là. Oui, pour moi, c'est logique, c'est la vie de tous les jours, c'est un équilibre entre les trois. Et l'un ne va pas sans l'autre. Donc, moi, je fais confiance en l'humain qui va travailler en forêt. Je fais confiance à la nature d'essayer de s'adapter. Mais ce qu'il faut, c'est, comme le changement climatique va tellement vite, il faut l'aider à s'adapter plus rapidement. Et comme on a justement des résultats de la recherche, un peu d'avance sur la recherche appliquée, transférer pour aider à faire ces bons choix. Mais il y a plein de choses qui se font, voilà, il faut. Alors, moi, ce que je pense aussi, c'est qu'on a réappris à travailler, à discuter ensemble et à se reposer des bonnes questions. Parce que, en fait, c'est vrai, je ne veux pas dire que c'était de la routine, mais c'était, bon, mon grand-père, il a toujours fait comme ça, je ne vois pas pourquoi je ferais autrement. Tant que tout va bien, oui. Mais quand on a des petits soucis, mon grand-père faisait comme ça, donc on va garder les bases. Mais comment est-ce que je peux aller plus vite, plus loin et mieux? Et là, du coup, on concilie biodiversité, stockage du carbone et puis production de matières premières. Écoutez, merci d'être venu sur le plateau de Batijournal pour nous parler de forêt durable, de savoir comment on peut concilier biodiversité, carbone et production. Une émission, un temps d'échange à retrouver comme tous ceux que nous enregistrons ici sur notre site internet Batijournal TV et sur les sites de nos partenaires que sont le salon Eurobois 2026 et le magazine Woodsurfer. Merci à vous et vous pouvez les applaudir.